Dans l'histoire américaine, le Super Tuesday est le grand rendez-vous électoral des primaires. Cette année, aucun suspense. Donald Trump sortira vainqueur du rendez-vous, idem pour Joe Biden. D'ailleurs, le vote a commencé. Il se poursuivra toute la journée, du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l'Alaska à l'Alabama. Des millions d'électeurs sont attendus. Bilal Tarabé. Le Super Tuesday ou Super Mardi en français, un mardi très grand format. Des dizaines de millions d'Américains votent pour les primaires démocrates et républicaines, cette année dans une quinzaine d'États à travers le pays. Minnesota et Iowa au nord, Alabama, Tennessee au sud, le Vermont, l'Utah et les deux poids lourds, le Texas et la Californie, pour désigner leurs candidats préférés dans chacun des deux partis qui s'affronteront le 5 novembre pour la Maison-Blanche. Le premier Super Tuesday date de 1988. À l'époque, les États du Sud, conservateurs, ont souhaité organiser leurs primaires le même jour pour se donner plus de poids dans l'élection. Car ignorer un État est possible, mais en ignorer 5, 10 ou 15 qui votent le même jour est extrêmement périlleux dans la course au nombre de délégués et donc à l'investiture. Cette année, 35% des délégués républicains et 36% des délégués démocrates sont en jeu ce 5 mars. Le Super Tuesday permet donc pour un candidat de creuser l'écart ou bien de rattraper son retard. Ce fut le cas de Bill Clinton en 1992 qui fit entrer le Super Tuesday dans la légende après une remontada spectaculaire lors de ce scrutin avant de remporter la présidentielle. Notre invité Pierre Gervais, bonjour, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle. Est-on à la veille du sacre de Donald Trump? Est-ce qu'à l'issue de ce Super Tuesday, Nikki Haley peut encore résister? Bonjour, oui, on est au lendemain du sacre de Donald Trump. C'est un sacre qui date de déjà quelques mois. Nikki Haley n'a jamais eu la moindre chance contre lui. Elle représente environ un tiers du parti. Tout ce qu'elle peut espérer, c'est que Donald Trump ait un accident cardiaque ou quelque chose de ce genre. Et à ce moment-là, elle sera extrêmement bien placée. Mais elle continue quand même à résister. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que si effectivement, pour une raison quelconque, Donald Trump est exclu de la course ou disparaît de la course, il faut qu'elle reste dans cette course pour pouvoir profiter des délégués qu'elle aura engrangés et être en position idéale pour ramasser l'investiture. Et un ticket avec Trump, c'est envisageable ou pas? Non. Trump était extrêmement rancunier. Trump est quelqu'un qui n'apprécie que les gens qui lui ont démontré une loyauté totale. Et donc, plusieurs personnes, pour l'instant, comme Ronna McDaniels, l'ancienne responsable du comité électoral des Républicains, sont en course pour le poste de vice-président, mais certainement pas Nikki Haley. Bon, il n'y a pas d'enjeu non plus côté démocrate, puisque pour Biden, ce Super Tuesday, c'est une formalité. Alors oui, Biden n'avait pas non plus avait encore moins de concurrents dans le Parti démocrate. Les concurrents Dean Phillips et Marianne Williamson n'ont jamais réuni plus de quelques pourcents de l'électorat et encore. En revanche, il y a un enjeu pour Biden, c'est la mobilisation de la base démocrate, dont une partie est tout à fait furieuse de l'attitude américaine par rapport au comportement israélien à Gaza. En tout cas, les démocrates restent unis derrière Biden. Il y a la guerre à Gaza, vous le rappeliez. Il y a aussi ces doutes sur ses capacités cognitives. Alors, vous n'êtes pas totalement d'accord avec moi. Je vous vois hésiter. Non. Oui, enfin, il y a un point il y a une donnée tout à fait précise qui montre que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il y a une semaine, le Michigan a voté pour les primaires et la gauche du Parti démocrate avait organisé une campagne de uncommitted, c'est-à-dire que les gens, au lieu de voter Biden, cochaient la case sans parti ou sans partisans. Et vous avez eu plus de 100 000 voix uncommitted, qui représentait donc la partie de la base qui était prête à manifester publiquement au moment des primaires son opposition à Biden. C'était un nombre important. Pour le mettre en perspective, Trump avait gagné le Michigan à 10 000 voix près en 2016
et Biden l'avait gagné à 140 000 voix. Donc 100 000 voix qui disent qu'elles ne sont pas contentes, c'est quelque chose qui est risqué pour les démocrates et ça explique évidemment l'intervention de Kamala Harris dans le débat avec Israël. Et oui, ça pourrait expliquer l'inflexion américaine en quelque sorte sur Gaza. Vous parliez de Kamala Harris, la vice-présidente, qui appelle pour la première fois à un cessez-le-feu immédiat. Et puis les Américains font savoir qu'ils larguent de manière continue maintenant de l'aide humanitaire sur l'enclave. Oui, alors évidemment, c'est insuffisant pour calmer la colère des Arabes américains, de cette partie de la communauté juive américaine qui estime qu'effectivement Israël commet des crimes de guerre et donc les Américains doivent s'y opposer, et d'une bonne partie de la gauche du Parti démocrate. Mais c'est un début, c'est un changement assez considérable et Kamala Harris était certainement au service commandé quand, dès la semaine dernière, elle a fait sa communication au moment de la cérémonie sur le pont de Selma, appelant à un cessez-le-feu immédiat, et hier ou aujourd'hui en rencontrant Benny Gantz, qui est un opposant à Netanyahou. Je parlais aussi des capacités cognitives et de l'âge de Joe Biden. Il y a certains spécialistes qui estiment qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout, qu'il y aura un coup de théâtre. Il mise sur un remplacement de dernière minute. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Alors, un remplacement des dernières minutes, non. Il ira jusqu'aux élections. Il est suffisamment en bon état pour tenir au moins jusqu'aux élections et probablement quelques années après. Je rappelle que Reagan a fait l'essentiel de son deuxième mandat avec un Alzheimer déjà bien avancé. Et évidemment, Donald Trump est lui-même en très mauvais état, à la fois physique et mental. Donc, Biden est en bonne compagnie. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas du tout sûr d'arriver à la fin de son mandat. Et le fait que Kamala Harris soit en position de lui succéder, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. C'est une femme africaine-américaine. Enfin, africaine-américaine, ses parents sont d'origine immigrée, tamile et jamaïcaine, mais enfin, elle est quand même une femme racialisée, comme on dit. Et donc, il est évident que ça renforce l'opposition de certains cercles à la candidature Biden. Là, l'état cognitif de Biden est difficile à estimer. Il n'est pas en excellent état. Il a 84 ans, autant qu'il m'en souvienne. Mais il est relativement cohérent quand il parle, quand il discute avec les journalistes, plutôt plus que Trump dans l'ensemble. C'est Trump étant très bas. Là. Il aura 84 ans s'il remporte, en tout cas à la fin de son deuxième mandat potentiel. Il a juste 81 ans. Un mot peut-être de Donald Trump, puisqu'il est cerné par les affaires judiciaires. Son premier procès au pénal commence dans 20 jours. Il fait valoir son immunité présidentielle. Ça reste encore à prouver et ça, c'est la Cour suprême qui va devoir trancher sur cette question. Alors en fait, elle a déjà tranché. Elle a tranché hier, en réalité, et elle a tranché sur le plan de la possibilité pour Trump d'être jugé non apte à candidater au présidentiel. Cette partie-là de ce qui était possible pour condamner Trump a disparu depuis hier. Il peut candidater à la présidentielle, même si une loi qui remonte à la guerre de sécession interdisait en principe aux gens qui sont soulevés contre le gouvernement américain de candidater à des charges publiques. La deuxième partie, effectivement, c'est celle dont vous parlez, c'est l'insurrection. Il y a une demande de jugement de la Cour suprême sur ce plan qui a été prise par la Cour suprême en contradiction avec les règles habituelles du déroulement des tribunaux américains. Donc il s'agit probablement pour la Cour suprême de jouer la montre. Elle a donné d'ailleurs 2 mois aux différentes parties pour présenter les arguments, alors que par exemple, par comparaison, Bush versus Gore avait été décidé en 3 jours. Donc c'est véritablement quelque chose pour renvoyer le procès de l'insurrection et forcer le juge Chutkan à en fait différer le procès jusqu'après les élections. La Cour suprême est bien tenue par une minorité tout à fait radicale d'extrême droite nommée par les républicains et qui a tout à fait l'intention d'utiliser tous les moyens pour protéger autant que possible légalement Donald Trump, au moins jusqu'à l'élection. Et ça fait les affaires de Donald Trump. Pour lui, retarder le processus judiciaire après la présidentielle, c'est tout bénef. C'est ce qu'il a toujours fait. L'objectif serait d'arriver après la présidentielle élue, ce qui lui permettrait de mettre fin immédiatement à toutes les procédures fédérales contre lui. Il y a des procédures d'État qui resteront en cours. Il doit toujours 450 millions. Il a toujours une procédure en Géorgie pour tentative de subversion du vote. Mais évidemment, avec une procédure d'État contre un président en exercice, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc ce serait une manière de s'autogracier en quelque sorte, quoi. Tout à fait. Il s'autogracierait dans les premières
seconde de son mandat, probablement. Une dernière question, on est à 8 mois de la présidentielle, on a ces sondages nationaux qui sont plutôt favorables à Donald Trump, est-ce que ça vaut quelque chose? Ou est-ce que les électeurs américains sont déjà dans le bain de la campagne? Alors c'est très compliqué, vous avez deux indicateurs pour ce genre de choses. Alors les sondages, d'abord, il ne faut jamais les prendre en isolation, hein. Il s'agit de sondages globaux. Biden a perdu un petit peu de terrain récemment, mais les élections partielles pendant toute l'année 2023 et même une partie du début de 2024 sont restées très favorables, voire favorables aux démocrates. Donc c'est compliqué à l'heure actuelle de dire qui est vraiment en tête de la course. Merci en tout cas Pierre Gervais de vos